Pardonnez-moi tout ce cinéma, mais j'ai failli ne pas venir du tout, mais ça m'embêtait de vous faire faux. Je suis venu, mais j'ai une... Ah oui, très près de là. Je souffre d'une maladie plus grave, mais qui est beaucoup moins douloureuse, et d'une maladie accessoire provoquée par la première, beaucoup moins grave, mais qui est très douloureuse. J'ai la jambe en feu. Alors, je ne peux pas, il faut que je m'assieds, que je me lève. Pardonnez-moi à l'avance de ces petites gesticulations trop théâtrales, mais je n'y peux rien. Alors, je vais, je sais pas je vais essayer de vous résumer. J'aurais probablement pas tout à fait la force, l'énergie ou la concentration pour faire dans le détail, pour vous dire dans le détail ce que je voulais vous dire, mais je voudrais simplement énoncer quelques idées de bon sens. C'est très simple concernant le sujet qui est proposé, enfin société naturelle, société démocratique. À vrai dire, le sujet paraît s'imposer de nos jours, tout particulièrement en ce sens que, je crois qu'il ne faut pas se masquer la réalité, nous vivons dans une société en pleine décomposition. Nous vivons dans une société qui n'en est plus vraiment une. Je crois que pour l'instant je suis là, ça marche. Voilà, oui, ça marche. Pour l'instant, je peux rester assis. Avec composition. Comme la société en décomposition. Ah oui, oui, le métro, tout à fait. De sorte que, il me paraît d'une nécessité élémentaire d'essayer de réfléchir sur ce qu'une société peut être à un moment où plus personne n'en a vraiment l'idée. Je vous signale d'emblée que l'idée même de l'évocation de la notion de société naturelle présente quelque chose aujourd'hui de tout à fait incongru. La philosophie moderne, enfin c'est un de mes thèmes favoris, mais la philosophie moderne, la pensée moderne, la mentalité moderne, la psyché moderne, a complètement oublié ce que pouvait être l'idée de nature, ce qui pouvait être naturel. On n'a plus le sens du naturel et donc du contre-nature. Nous en avons des exemples constamment à la télévision, dans les journaux, dans la vie quotidienne, dans la rue, enfin bon. Les gens, par conséquent, notamment l'idée de société naturelle fait rire probablement les intellectuels à la mode. Pas qu'une société naturelle, mais société naturelle, de quoi parle-t-on? Il n'y a pas de société naturelle, toutes les sociétés sont réellement naturelles ou non naturelles, tout ça n'a pas de sens. Bon, par conséquent, nous nous plaçons d'emblée dans un style de réflexion, dans une définition qui n'est absolument pas dans le goût du jour, et qui serait probablement considérée comme tout à fait inutile par la majeure partie de l'intelligentsia moderne. Cela étant, si on admet qu'il y a des choses naturelles et qu'il y a des choses qui sont contre nature, qui me paraît après tout une espèce d'évidence millénaire, n'est-ce pas? Bon, eh bien qu'est-ce que c'est qu'une société naturelle? Comment on peut parler? Voilà. Alors vous connaissez tous, je vais vous simplement énoncer 4 ou 5 idées, n'est-ce pas, sur ce sujet. La première idée, vous connaissez tous la célèbre formule d'Aristote, l'homme est un animal sociable. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'homme est sociable par nature, n'est-ce pas, le zoon politikon. C'est un animal dont la nature est de vivre en société, de vivre dans la cité. Bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça fait partie de ces évidences de bon sens, naturelles. Bon, il est évident que l'individu, l'homme, le petit homme qui naît, évidemment, naît, si on peut dire, en société, ne serait-ce qu'avec sa mère, enfin, et ensuite se développe dans sa famille. Il est évident, naturellement, peut pas vivre. Mais je crois qu'on peut aller au-delà. Il me semble que, c'est une évidence naturelle, mais elle me paraît avoir une justification beaucoup plus profonde, et quasiment métaphysique. Ce qui est naturel n'est pas nécessairement ce qui est le plus évident. La nature se cache autant qu'elle se révèle dans la vie quotidienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que pour aller très vite, pour résumer en quelques mots une idée qui me paraît très simple, très importante, je crois que ça veut dire que non seulement physiquement, matériellement, pas du point de vue de son estomac,
l'homme a besoin des autres, n'importe quel homme a besoin d'eux, mais ça veut dire que plus profondément, spirituellement, n'est-ce pas, je crois que l'homme, s'il est normal, s'il n'est pas, s'il n'a pas l'esprit déformé par la folie ou par les idées à la mode ou par les idéologies, l'homme normal ne peut pas concevoir qu'il est seul au monde. L'homme normal ne peut pas se dire « je suis à moi-même l'univers, je constitue à moi-même mon propre monde ». Ça a l'air d'une évidence banale, mais je vous signale que, nous le verrons tout à l'heure, j'aurai l'occasion de le dire très rapidement, le monde moderne pense exactement l'inverse. Moyennant quoi, si je ne suis pas à moi-même mon propre monde, ça veut dire que je ne me suffis pas à moi-même. En langage chrétien, ça donnerait évidemment Dieu seul se suffit à lui-même, et encore non, puisqu'il crée. Si je ne me suffis pas à moi-même, c'est que je vis dans un milieu qui, d'une certaine manière, m'est nécessaire. Et encore une fois, pas nécessaire seulement, je crois, physiquement, matériellement, mais nécessaire moralement et spirituellement. Ça veut dire que je pense que l'homme, je le dis plus, si vous voulez, que comme un animal politique, pour reprendre la formule classique, je la traduirais dans des termes légèrement différents. L'homme est un animal qui est fait pour participer. Le monde, dans mon idée, enfin, c'est un thème que je retiendrai, qui m'est de plus en plus, qui me paraît plus important. L'homme est un animal participant. Hein, il a besoin de s'intégrer dans quelque chose. Et vous le voyez d'ailleurs, n'est-ce pas? Les exemples abondent, toute cette jeunesse. De quoi souffre-t-elle essentiellement? Pourquoi va-t-elle chercher dans des idéologies de substitution, plus ou moins caricaturales, je ne veux pas lui essayer de les critiquer, mais un remède au vide dans lequel elle est laissée? La jeunesse est déboussolée, elle n'a plus de boussole, elle ne participe plus à rien, elle est à la rue. J'ai souvent pensé, j'ai beaucoup réfléchi sur le communisme, n'est-ce pas? J'ai souvent pensé que, au fond, le dévouement au parti communiste, que vous retrouvez illustré dans beaucoup de romans, dans des réflexions, n'est-ce pas? Le dévouement, c'est quelque chose qui était nécessaire à l'homme. Faute de mieux, on leur proposait de se dévouer, de participer à la grande aventure du communisme et de la construction. Bon. Alors, je crois que, si vous voulez, l'essence métaphysique de l'homme, consiste à vouloir être partie de quelque chose. Mais à partie de quoi? Deuxième point. Partie de quoi? Faire partie de quoi? Alors, on le voit d'emblée, je crois qu'il y a deux questions se posent. C'est un, faire partie de quoi? Et deux, comment fait-on partie? En quoi peut-on faire partie? Alors, de quoi fait-on partie? Eh bien, si vous voulez, vous rencontrez là une idée d'ailleurs que vous trouvez énoncée depuis l'Antiquité jusqu'à une date relativement récente, puisque je cite le premier nom qui me vient à la mémoire, mais Auguste Comte l'avait admirablement illustré. Alors, vous trouvez une échelle de tout, une échelle d'ensemble, une échelle dans laquelle l'individu s'intègre. Le premier, vous avez les deux termes, les deux bouts de cette échelle. Vous avez d'une côté, vous avez la famille, qui est le milieu le plus élémentaire, et puis de l'autre, vous avez l'humanité. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que, la famille est effectivement la première société naturelle, le premier groupement dans lequel l'individu s'intègre. Mais ce qui me paraît crucial dans cette idée que l'homme est un être participant, c'est qu'il participe d'autant plus que ce à quoi il participe lui paraît avoir de valeur, lui paraît avoir d'importance. Vous participez à un club de pêcheurs à la ligne. C'est très amusant, c'est très plaisant, ça fait penser à la nature, mais je ne suis pas certain que la pêche à la ligne puisse représenter un idéal suffisant pour un individu. Que la participation, être membre d'un club de pêcheurs à la ligne, peut-être pas tout à fait suffisant. Alors, si on applique ce raisonnement, n'est-ce pas, nous tombons sur une première idée, c'est que la famille est un milieu capital, la famille est un milieu, le premier lieu de participation. Mais
pour reprendre un langage qui n'est peut-être pas exactement le sien, ou qui c'est peut-être un peu... Enfin, le mot est bien, n'est-ce pas? Là, je crois que participer, c'est avoir besoin de reconnaissance. C'est être reconnu par ceux à quoi on participe et participer à ceux que l'on reconnaît soi-même. Il y a une espèce, si vous voulez, de réciprocité entre la valeur accordée à ceux à quoi on participe et puis le fait que ceux à quoi on accorde la valeur vous reconnaît. Bon, eh bien, dans ces conditions, il est évident que la famille est un milieu dans lequel, évidemment, l'individu est reconnu, dans lequel l'individu peut trouver un certain épanouissement. Mais en même temps, la famille est un petit milieu. La famille est un milieu qui, à la limite, peut n'être pas reconnu par les autres familles. Par une famille n'en est pas une autre. Bon. À l'autre extrême, à l'autre extrémité de l'échelle, vous avez quoi? Vous avez l'humanité. Vous avez l'humanité. Naturellement, chaque homme est membre de l'humanité, chaque homme fait partie de l'humanité. Mais ça c'est le grand rêve moderne, naturellement, le rêve éminemment athée, d'ailleurs. Mais il est évident que d'un côté, c'est peut-être un peu étroit, de l'autre, c'est peut-être un peu large. Et là, vous êtes tous membres, nous sommes tous membres de l'humanité. Et alors l'humanité, c'est quoi? Ça nous apporte quoi? Alors, dans une perspective religieuse, ça se comprend très bien. Dans la perspective de la communauté, par exemple, chrétienne. Parce que, en effet, vous faites partie d'une communauté dont chacun des membres est reconnu par son Créateur. Et qui, en même temps, a une valeur suprême aux yeux du fidèle, aux yeux de celui qui croit. Donc, dans une perspective chrétienne, particulièrement, si vous voulez, l'humanité est en effet un ensemble dans lequel l'individu s'intègre et peut participer de manière particulièrement prononcée et sensible pour lui. Oui, seulement il n'y a que Dieu qui puisse reconnaître singulièrement tous les hommes. Il n'y a que Dieu qui puisse dire « je reconnais à chaque homme sa place dans l'humanité ». Pour les autres hommes, chaque individu qu'est-il? Pas grand-chose. Autrement dit, cette illusion de la participation à la société générale du genre humain, vieux thème depuis le XVIIIe siècle, est parfaitement illusoire. D'un côté, vous avez un milieu peut-être un peu étroit, de l'autre, vous avez un milieu tellement large que l'individu est noyé. Alors, qu'est-ce que vous avez entre les deux? C'est là que je vous proposerai l'idée suivante. Vous avez entre les deux, vous avez la société. Vous avez l'être social. Qu'est-ce que c'est que la société? C'est justement ce tout qui est à la mesure de l'individu, qui n'est pas le tout dernier, n'est-ce pas? Vous n'oubliez pas, vous avez le point de départ et le point d'arrivée, vous avez les deux extrêmes. Mais ce tout qui est d'une certaine manière proportionné à l'individu, et dans lequel il peut s'intégrer à sa mesure. Une société, alors, je vais prendre un autre mot, plus précis, quelque chose qui est synonyme de société dans le sens où je veux l'étudier, où je veux le prendre. C'est la nation. C'est la nation. Qu'est-ce que c'est que la nation? C'est la société à la mesure de l'homme, à la mesure de l'individu. Il s'ensuit un certain nombre de conséquences que je vais énumérer rapidement, mais enfin, je crois que la première idée, c'est que une nation, c'est tout simplement un ensemble qui est tel qui a une valeur telle aux yeux de l'individu que l'individu puisse se sentir heureux d'y participer et qui en même temps n'est pas trop grand, de telle manière qu'en même temps, chaque individu puisse compter pour la somme, puisse compter pour l'ensemble, pour la nation, n'est-ce pas? Alors, maintenant, il nous reste justement à affiner un peu cette définition, cet entre-deux. Comment, si nous avons défini cette espèce d'entre-deux, à quoi participer? À quelque chose qui est, si vous voulez, à mesure humaine, qui est à taille humaine. Bon. Alors maintenant, comment est-ce qu'on participe? Comment participer à la nation? Alors là, je voudrais introduire une nouvelle idée, et je vais, là aussi, je vais très vite, sans la posant un peu brutalement. Là, je voudrais introduire ou faire référence à un vieux concept, très banal à bien des égards, dont on entend parler tous les jours, le mot est sans cesse prononcé, mais dont je crois on a perdu la véritable signification. Qu'est-ce que c'est que participer à une nation? C'est, si vous voulez, pour parler comme Platon, y avoir sa place.
Un corps social bien fait est un corps dans lequel chacun a sa place, hein, et dans lequel il tient à avoir sa place. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit, n'est-ce pas? Mais prenons un mot plus moderne, et ce mot platonisant, enfin bon, je demanderai quelques commentaires. Je dirais volontiers que participer à la nation, c'est y avoir un métier, une profession. Et contrairement à l'idée moderne, nous verrons c'est exactement l'inverse, contrairement à l'idée moderne que nous allons voir réapparaître, n'importe quelle activité n'est pas un métier. Il n'y a pas un nombre innombrable de métiers. Il n'y a pas un nombre innombrable d'activités qui puissent réellement porter le nom de métier. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un métier? Enfin, là aussi, je passe assez rapidement, n'est-ce pas? Mais il y a au moins 2 ou 3 caractéristiques qu'on peut mentionner en passant. Qu'est-ce qu'un métier? Un métier, c'est une activité dont, si j'ose dire, l'utilité publique est notoire. Mettre des bateaux dans une bouteille, c'est une activité. Vendre des cacahuètes, c'est une activité. Jouer en bourse, c'est une activité. Est-ce quelque chose que l'on puisse justifier comme étant nécessaire à la survie de l'ensemble? Je pense qu'un métier, c'est une activité qui, d'une certaine manière, et ici devrait intervenir évidemment la considération du temps. Tous les métiers sont traditionnels, d'une certaine manière. Et pourquoi sont-ils traditionnels? Simplement parce qu'ils correspondent à une activité dont, encore une fois, qui, avec l'expérience, avec le temps, peut-être avec la spontanéité de la nature, n'est-ce pas, est reconnue comme nécessaire à la survie de la cité. Au Moyen-Âge, vous avez ces institutions admirables qui étaient les corporations. La corporation illustre exactement ce que je veux dire. Il y avait des corporations. Pourquoi il y avait des corporations? Les corporations de bouchers, de tailleurs. Vous aviez l'université, les professeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les médecins, que sais-je? Ça veut dire simplement qu'il y avait un certain nombre d'activités qui étaient reconnues, qui étaient consacrées par le temps et consacrées par l'usage, et reconnues comme nécessaires à la vie de la cité. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, le métier, c'est difficile. Il peut y avoir une grande variété de métiers, naturellement, une grande variété de métiers. Mais il serait curieux, d'ailleurs je n'ai pas cherché à le faire, ça serait long, il serait curieux d'établir la liste des activités qu'on pourrait qualifier de métiers. Qu'est-ce que c'est que... Alors il y en a quelques-unes qui sont évidentes, mentionnées, je sais pas, pour prendre le Moyen-Âge, enfin les bouchers ou le corps enseignant, la médecine, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres, n'est-ce pas, qui pouvaient être qualifiés de métiers. Quand on est où est la limite? À partir de quand est-ce que... On voit très bien ce qui n'est plus un métier. Je dirais notamment, on pourrait prendre un critère, j'avais retenu parmi d'autres. Je pense que on pourrait définir un métier comme une activité dont la finalité n'est pas uniquement le service de l'individu, n'est pas utile à l'individu lui-même. On pourrait définir le métier comme une activité dont la finalité est transcendante, d'une certaine manière, par rapport à l'individu. Et de telle sorte que finalement, ce n'est pas... On se met au service d'un métier plutôt qu'on asservit le métier à soi. Un métier, c'est ce à quoi on se voue. Ce qui signifie que le métier a une dimension qui dépasse l'individu. Et ce n'est pas quelque chose que l'on pratique parce que ça vous plaît, parce que ça vous chante, et qu'on n'accomplit pas pardon. Et alors, naturellement, notoirement, pour gagner des sous. Vous avez, je ne sais pas, prenons la médecine. Vous avez 2 conceptions de la médecine. Vous avez la médecine de la rentabilité, et puis vous avez la médecine sérieuse, la médecine clinique, celle qui soigne, celle qui s'intéresse aux patients, celle qui veut guérir, n'est-ce pas? Voilà.
Alors, je pense que vous avez là un critère. Je suis à peu près certain, j'aurais tendance à affirmer que dès lors que vous avez affaire à une activité qui n'a pas, qui d'une certaine manière exige un certain sacrifice de la part de l'individu, qui impose des devoirs à l'individu, vous avez affaire à un métier. Au-delà, vous avez affaire à des activités dont nous ne connaissons trop que la multiplication aujourd'hui dans la société moderne. Bon. Alors, de là, je tire rapidement quelques conséquences. Je me tiens comme ça va, je ne bouge plus. Oui, comme ça, je ne sens pas ma jambe. Alors, je continue comme ça en espérant que ça dure jusqu'à la fin. Je tire quelques conséquences. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une... Je reviens à mon thème. Donc, une société naturelle, c'est une société dans laquelle l'individu s'intègre parce que sa taille est proportionnelle, est à sa mesure, n'est-ce pas, et dans laquelle il participe en exerçant un métier, en exerçant une activité qui est d'une certaine manière reconnue à tout le moins comme utile et au mieux, naturellement, comme nécessaire à la vie de la cité. Bon. Alors, de là suit, très évidemment, que les sociétés naturelles, une société naturelle, a une taille naturelle. De là suit évidemment que une société naturelle est un ensemble qui est limité. Alors, je veux dire que, et ça, là encore, c'est une idée de bon sens, c'est une très vieille idée, puisqu'elle remonte finalement à Aristote, ou au grec. C'est l'intuition grecque par excellence, n'est-ce pas ? La philosophie politique grecque, une des questions qu'elle se pose le plus volontiers, c'est combien faut-il de citoyens ? Alors naturellement, il ne peut pas y avoir un médecin dans toute la cité, il y en a plusieurs. Mais là, vous avez toute une problématique dans laquelle je ne sais qu'esquisser, qu'effleurer, n'est-ce pas ? Quelle est la taille idéale de la cité? Combien faut-il de médecins? Combien faut-il de citoyens par rapport au nombre des médecins? Et ainsi de suite. Combien faut-il d'ingénieurs? Combien faut-il... Bon, c'est une spéculation qui a complètement disparu du champ de la réflexion moderne pour la raison très simple que nous allons le voir dans un instant. On n'a plus l'idée que c'est qu'une société. Pas que, bon, au contraire, cette idée d'une société limitée en taille, c'est l'horreur. C'est la société fermée, cette horrible société fermée sur elle-même, xénophobe et j'en passe, n'est-ce pas ? Bon, mais il est évident que là encore, on retrouve une vieille idée grecque, une des conséquences qui s'en suit, si une société naturelle a une taille naturelle, là encore, il faudrait beaucoup affiner, naturellement, je vous donne des directions de recherche, mais il est évident que une cité ne peut pas s'accroître indéfiniment, ne pas grandir en taille indéfiniment, et que la seule solution, si l'humanité est appelée à croître et à se multiplier, la seule solution, c'est la multiplication des cités. C'est ce que faisaient les Grecs. Les Grecs n'avaient pas l'idée d'agrandir Athènes, au point que ça a la dimension de New York. Non, ils créaient des colonies. Il reproduisait Athènes. C'est la multiplication des petites cités qui fait une société harmonieuse, n'est-ce pas ? Qui fait une humanité en paix. Au passage, naturellement, je signale que l'une des grandes idées modernes, c'est que la nation, la société naturelle telle que je la décris, elle était la source essentielle de toutes les guerres. Eh bien non. Là aussi, c'est une caricature dont les origines seraient intéressantes à étudier. Non, elle n'est pas à l'origine de toutes les guerres. Pourquoi ? Eh bien, parce que la taille, là encore, je reviens à une idée qui a 2500 ans, n'est-ce pas ? Quand est-ce qu'on peut imaginer, en gros, qu'une société a atteint sa taille adulte, quand elle a atteint sa taille normale, quand elle peut vit. Eh bien, on le disait déjà il y a 2500 ans. C'est tout bête, c'est tout simple. Naturellement, c'est l'horreur aujourd'hui. Quand une cité se suffit à elle-même. C'est ce qu'on appelait autrefois, depuis Aristote au moins, l'autarcie. L'autarcie. Autarkein, alors bon, c'est l'indépendance, c'est le fait de ne pas dépendre d'autrui. Bon,
Un organisme sain se suffit à lui-même. Alors, ça ne veut pas dire, entendons-nous, vous avez la déformation moderne. Ah oui, c'est la divinisation de la cité, c'est la divinisation de l'État, pour prendre un vocabulaire approximatif. Non, pas du tout. Ça n'exclut absolument pas que les différentes cités se sentent elles-mêmes partie d'un plus grand tout. De même que l'individu ne survit que partie d'un tout qui le dépasse mais qui est à sa mesure, les cités ne survivent que comme partie d'un tout qui les dépasse mais qui est quand même à leur mesure. Vous retrouvez toujours la gradation des ensembles au sein duquel les individus s'intègrent. Pourquoi ces cités, se suffisant à elles-mêmes, seraient-elles en guerre? Alors, ça ne tient pas du tout à la nature de la cité. Bon, on parle des Grecs, ça a quelque chose d'ironique. Puisqu'enfin, bon, vous savez tous que les cités grecques ont passé leur temps à se taper sur la figure. Oui, mais attention, n'oublions pas, l'homme n'est pas un être parfait, n'est-ce pas? Les passions humaines jouent un rôle constant dans l'histoire, c'est trop évident. Et qu'est-ce qui faisait que les cités grecques se jetaient les unes sur les autres? C'était pas leur nature de se jeter les unes contre les autres. Ce qui fait qu'elles se jetaient contre les autres, c'était le fait qu'elles étaient... C'est l'histoire de l'expédition de Sicile, je vieillis, les noms propres m'échappent, le favori de Socrate, le général... Alcibiade, merci. Bon, c'est Alcibiade qui veut absolument, pour satisfaire ses passions, son orgueil, son goût de dominer, lance l'expédition de Sicile. C'est pas Athènes qui veut la guerre. Bon, la nature même d'Athènes ne veut pas la paix. Des organismes en bon état, qui se suffisent à eux-mêmes, ne se veulent pas, il n'y a aucune raison qu'ils se veulent du mal les uns aux autres. De sorte que je pense que finalement, j'ai évoqué très rapidement ce thème d'une société naturelle, je pense que finalement, par nature, l'humanité est faite pour vivre regroupée en petites entités qui naturellement sont unies, non pas politiquement, non pas matériellement, mais spirituellement. Au fond, qu'est-ce qu'était la vieille Europe? Encore une fois, négligeons les passions humaines, le jeu des rivalités entre individus. Qu'est-ce qu'était la vieille Europe? Une multiplicité politique et une unité spirituelle. Ça a toujours été le rêve c'était toujours l'idéal de la vieille Europe. Une autorité spirituelle unique et une multiplicité de pouvoirs temporels et de cités temporelles limitées. Voilà. Alors, il me reste quasiment à conclure. Je veux dire, passe à la démocratie. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que la démocratie, j'ai appris hier, par hasard, en lisant, je ne sais plus très bien quoi, un article, je ne sais plus. Bon, peu importe. J'ai appris qu'en 1848, grande année du 19e siècle, naturellement, l'Assemblée nationale française avait décidé de punir très sévèrement, d'emprisonnement à tous les cas, de mort, je ne me souviens plus, toute mise en question du principe démocratique et du principe de la souveraineté du peuple. Par quiconque s'aviserait pas de douter de la légitimité de la souveraineté du peuple, devait être aussitôt au moins mis en prison, sinon éliminé. Bon, nous ne sommes plus en 48, mais enfin bon, on n'en est pas si loin à certains égards, donc nous nous risquons là en terrain miné. Je ne vois pas comment la démocratie peut être considérée comme une société naturelle. C'est une société contre nature, d'emblée, dans son principe et dans ses conséquences. Pourquoi? Le point de départ me paraît crever les yeux. Enfin, je vais énoncer une fois de plus ce qui devrait être une banalité absolue, plutôt une idée de bon sens, Mais le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Mais l'idée de bon sens, l'idée de départ, l'idée de départ, vous la connaissez tous. Qu'est-ce que c'est une démocratie? C'est le contraire d'une tyrannie, c'est le contraire du despotisme. Mais qu'est-ce que c'est le despotisme? C'est le pouvoir d'un homme sur les autres.
Alors là, autrement dit, quel est le point de départ de la démocratie? Pas de pouvoir d'un homme sur les autres. Aucun pouvoir d'aucun homme sur les autres. Autrement dit, un seul souverain, l'individu. Tout individu est un être qui est absolument souverain, qui est son seul et unique légitime maître. Bon, je vous ferai remarquer que c'est très exactement l'idée sous-jacente au concept, un des concepts fondateurs de la démocratie, qui est le concept de contrat social. Le bon Rousseau, on en pense ce qu'on veut, il est quand même une éponge qui a absorbé la psyché contemporaine dans sa quintessence. Le contrat, ben oui, les sociétés démocratiques, tout le monde le sait, c'est une banalité pour le coup. Et sont des sociétés contractuelles. Ça veut dire quoi, contrat? Ça veut dire qu'on est membre de cette société que si on le veut bien. Je suis français parce que je le veux bien. Le français parce que ça me plaît, parce que pour une raison quelconque, que je n'ai pas d'ailleurs à donner, ni à définir, ça me plaît. Autrement dit, par définition, n'est-ce pas, d'emblée, que ça veut dire qu'une société démocratique est une société artificielle. Elle est immédiatement artificielle par opposition à naturelle. Comment voulez-vous qu'une société démocratique soit naturelle? Par nature, l'homme n'est pas fait pour vivre dans cette société. Il y entre. Alors là, j'ai des formules qui me reviennent en mémoire naturellement en pagaille, des formules extraordinaires que tout un chacun devrait connaître par cœur. Comme dit le bon Jean-Jacques, nul n'entre en société que pour son avantage. Pourquoi on entre en œuvre? Parce que j'y trouve personnellement mon avantage. Aucune autre raison ne me force ni d'y entrer, ni de m'y maintenir. La société démocratique est une société perpétuellement provisoire. Perpétuellement provisoire. Ce qui fait d'ailleurs, naturellement, vous le comprenez, que elle ne tient finalement, renversement du tout au tout, paradoxal en apparence, mais en réalité d'une logique totale, elle ne tient que par la force. Puisque chacun est libre à tout instant de faire ce qu'il veut, d'entrer, de sortir, de passer, de s'arrêter ou de ne pas s'arrêter, il est évident qu'on ne peut obtenir de cohésion que moyennant un minimum de contraintes. Ce qui est caractéristique de la société démocratique, c'est la contrainte. C'est la contrainte qui règne en permanence. Alors que, naturellement, on déguise, parce qu'il n'y a plus de prince, parce qu'il n'y a plus de roi, mais la contrainte est là, multiforme, et elle prend un visage apparemment souriant, celui de la souveraineté populaire. On a remplacé le prince par le peuple, mais le résultat est bien pire encore, parce que ce peuple est une entité insaisissable et toute puissante, et qui est seule habilitée. D'ailleurs, tellement puissante, alors je vous permets de signaler au passage, ça me frappe aussi beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on aime tellement la souveraineté du peuple? On est contre toutes les tyrannies, on est contre toutes les contraintes, on veut que l'homme soit totalement libre. Bon, pourquoi? Alors pourquoi aller se mettre, on a rejeté les rois, les princes, les tyrans. Alors pourquoi aller se soumettre au peuple? La raison m'en paraît toute bête et toute simple. On se soumet au peuple parce que, après tout, d'une certaine manière, le peuple, c'est moi. Je suis le peuple. Qui pourra me dénier la qualité d'être? Alors il y a les autres, naturellement, oui, les autres. Il y a les autres, eux aussi sont peuple, d'accord? Mais enfin, ce qui compte, c'est que je suis souverain. On me demande mon avis, je vote. Je vote. Je manifeste, c'est moi qui choisis mon maître, etc., etc. Mais la souveraineté populaire n'est jamais qu'une manière de déguiser la volonté, à mon avis, enfin c'est une théorie que je défends souvent, n'est jamais qu'une manière de déguiser l'espèce d'impérialisme qui vit, qui sourd en permanence de l'âme de l'individu moderne. Cette volonté de puissance, après tout, comme dit l'autre. Cette volonté de domination
Alors qui naturellement prend des formes plus ou moins voilées, mais qui est bien là, qui est bien présente. La démocratie n'est pas une société, parce que c'est une société artificielle qui plus est, c'est une société de contrainte, parce que c'est une société dont chacun veut être le maître, dont chaque souverain veut être le souverain. Alors encore, soulignerai une formule, j'aurais dû la citer en commençant, mais je cite une fois de plus le bon Jean-Jacques, mon maître absolu. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Vous vous souvenez, on a commencé en disant l'homme est un animal sociable, social par nature. Qu'est-ce que dit Rousseau? Chaque homme est un tout parfait et solitaire. C'est un tout parfait et solitaire. Formule. Terre, pas d'air. Solitaire. Il vit seul. Il est un tout parfait, il n'a besoin de personne. Il est un tout parfait. Il est un tout fermé sur lui-même. Fermé sur lui-même. Parfait. Besoin de rien, il est ce qu'il est. Et naturellement, solitaire. Il se suffit totalement à lui-même. Vous avez exactement le parallèle, l'inverse. Bon. Alors, dans ces conditions, quel est le... Alors, je dis, il faut la force, il faut la souveraineté du peuple. Bon. Alors ça, c'est un des premiers, c'est un des deux piliers de l'édifice démocratique. Et encore une fois, vous voyez ce qu'il représente, vous voyez ce qu'il déguise en réalité. Ce qu'il déguise, c'est l'ambition de chaque citoyen. D'où d'ailleurs l'instabilité extraordinaire, des sociétés démocratiques, et en particulier, tant du point de vue du personnel gouvernemental, sauf évidemment la permanence, on prend les mêmes et on change, on prend les mêmes et on recommence, sauf la permanence due à la bureaucratisation de la société, à la fossilisation du système, la formation d'une classe politique dominante. Fondamentalement, n'est-ce pas, tout régime politique démocratique est instable parce qu'il est à la merci d'une volonté qui est essentiellement une volonté individuelle qui n'a aucune raison de s'entendre avec les autres. J'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps. Je dispose d'un petit... n'importe qui peut disposer d'un petit bouquin qui vous donne la somme des constitutions adoptées par la France depuis 1789. Bon, alors si on va... il faudrait là aussi commenter la chose, mais si on va jusqu'à la Constitution de 58, vous avez une constitution tous les 15 ans en France. C'est amusant. Les constitutions avortées, les constitutions qui ont marché un certain temps, les constitutions qui marchent 1 an, qui marchent 10 ans, qui marchent... En moyenne, ça fait un peu plus de 15 ans par constitution. Ça me paraît une caractéristique fondamentale des sociétés démocratiques. Tout repose sur une volonté qui n'a pas de but, ou qui n'a pas d'autre but que les volontés éparses, que les volontés disjointes, que les volontés arbitraires de chaque citoyen qui se conjugue pour un temps donné avec celle des autres. Alors, comment ça tient finalement tout ça? Pourquoi ça tient un peu? Alors ça tient par le second pilier, le second thème que j'aimerais évoquer à propos de la démocratie, c'est le thème, encore un mot extrêmement banal, mais dont on n'a peut-être pas assez mesuré la profondeur, l'échange. Ce sont des sociétés d'échange. Ce sont des sociétés commerciales. Comment est-ce que marche la société? Parce que finalement, comme disait l'autre, je voulais citer la formule tout à l'heure, nul n'entre en société que pour son avantage. Nul n'entre en société que pour son avantage. Bon, voyons quoi, moi, mon avantage? Alors, je vais au-devant de vous, là, et puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien tirer de ces gens-là? Alors, je propose ce que j'ai à proposer, et puis je vois bien ce que vous allez me fournir, et puis on marche par échange. Nos sociétés la société démocratique est fondée uniquement sur, au fond, des échanges de biens et de services. Seulement, bon, ça me paraît, là aussi c'est un thème sur lequel on pourrait... Ce sont des sociétés intrinsèquement mercantiles, si vous voulez, dans lesquelles il n'y a plus de métier. On retombe sur les idées de tout à l'heure, parce que tout ce que fait l'individu a un but unique, et c'est l'individu lui-même, qui se prend lui-même pour fin. Bon. Et alors, c'est le cas tout particulièrement de l'échange. Quand vous échangez, vous n'allez pas donner plus que ce que vous recevez. Quel est le marchand qui vendrait le kilo de viande plus meilleur marché que ce qu'il l'a acheté?
Quand vous échangez, vous cherchez évidemment à donner le moins pour avoir le plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'une fois de plus, c'est une preuve supplémentaire que la société démocratique n'en est pas une. Parce qu'il n'y a pas, alors là aussi je reviens, bon, ce vieux mot, enfin, ce grand concept aristotélicien, une société est faite d'amitié. J'aurais pu le dire tout à l'heure, bon je vais un peu vite, ces professionnels qui chacun sont dévoués à leur métier se rendent service, se complètent, se complémentarisent. Et nous ainsi, ces liens qu'Aristote dénommait de philia. Dans cette moderne, où allez-vous trouver l'amitié? Où est la citoyenne, la concorde civile, n'est-ce pas? Où est-elle? Si vous nouez uniquement, vous n'entrez en relation avec l'autre qu'en termes d'échange, qu'en termes de bénéfices. Alors vous avez évidemment peut-être, alors là c'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement développé de nos jours, vous avez évidemment la part de l'affectivité. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir au masculin ou au féminin, vous pouvez avoir des parents. Bon, mais ça vous regarde, c'est privé. C'est la sphère du privé. Alors là, le larmoiement, le pleurnichement, la sensiblerie contemporaine tient lieu de sociabilité, n'est-ce pas? Mais c'est pas de la sociabilité. Autre formule qui me revient en mémoire maintenant, formule de Rousseau, qu'est-ce que c'est que la pitié? Pitié. Eh bien, c'est le sentiment exquis que l'on éprouve de ne pas souffrir soi-même de ce qu'on voit l'autre souffrir. Bon. Et alors c'est etc. Il y a plusieurs formules. Bon, tout ça, c'est de l'égocentrisme, si vous voulez, c'est de l'égolatrie. Bon, alors, quand vous êtes uniquement en relation d'échange, il n'y a pas d'amitié, il y a que des relations commerciales, il n'y a que des relations où l'on profite, vous n'avez pas de société. La démocratie ne peut pas constituer une société. Bon, et enfin, je reviens à mon dernier, je passe rapidement. La taille, est-ce qu'une société démocratique a une taille? Problème très délicat. Rousseau était bien embêté quand il a bâti sa société idéale, sa démocratie idéale. Parce que d'un côté, vous voyez bien que le genre humain, c'est très joli. On ne peut pas trop y compter. Les balivernes de l'abbé de Saint-Pierre ne lui a pas droit au cœur. Alors il voulait bien, mais en même temps, il était très embarrassé pour donner une définition de ce qu'était une cité normale, une cité naturelle. Et pourquoi? Pour une raison toute simple. C'est que, précisément, toute société, tout lien démocratique, tout lien dans une société démocratique étant un lien contractuel, c'est involontaire. La société peut comporter 2 hommes ou plusieurs millions, ça dépend entièrement du bon vouloir de chacun. Il n'y a pas de taille naturelle. Mais d'ailleurs, je pourrais venir à une quasi-tautologie, n'est-ce pas? Il ne peut rien y avoir de naturel dans ce qui est artificiel. Une société qui est artificielle ne peut pas avoir de taille naturelle. Bon. Alors on erre là, entre les communautés, les communautarismes, l'amour de l'humanité, la société générale du genre humain, sans jamais se fixer sur quoi que ce soit, et en errant indéfiniment, dans une espèce de mouvance dans laquelle finalement l'individu n'a plus le sens de la place, n'a plus le sens de sa place. Nous vivons dans une société qui est une absence de société, parce que non seulement les individus n'y sont plus liés par rien, mais comme le tout dans lequel ils pourraient s'intégrer n'existe pas réellement, eux-mêmes n'ont pas le sentiment de s'intégrer à quoi que ce soit qui en vaille la peine. Et la société moderne, je le vois venir, en fait, de plus en plus, n'est-ce pas, va être vouée à une espèce d'éparpillement, d'atomisation, n'est-ce pas, d'individus qui, naturellement, sont de plus en plus exposés à la violence et à la force et à la contrainte des petits groupes, des petites mafias de tous ordres, qui pourra se constituer pour dominer sur la masse. Chaque fois que vous avez atomisation, vous avez despotisme, c'est certain. Bon, vous avez des tireurs de ficelles. Bon, il me reste à conclure finalement. Merci à ma jambe, je n'éprouve rien, mais je n'ai que trop parlé, pardon. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. En effet.
Il me reste à conclure. Voyez-vous, je crois que j'ajouterai volontiers, ou je résumerai tout ce que je vais dire en une formule très simple. Je crois finalement qu'à partir du moment où on a compris ce qu'était une société artificielle, une société naturelle, on s'aperçoit que finalement, il ne peut y avoir de société qu'entre des gens qui sont mus sont attirés par des fins qui les dépassent tous. Autrement dit, je conclurai volontiers, là aussi je vais très vite, mais c'est essentiel, à mon avis, il n'y a pas de société, il n'y a aucune société ne peut aller sans religion, et sans une religion qui soit consciente des problèmes de la société. Et si bien que finalement, je crois que, si j'allais au bout du raisonnement, je dirais qu'il n'y a vraiment qu'une religion qui ne soit ni la religion vague de l'humanité, ni la religion, si vous voulez, idolâtre de la cité. Il n'y a qu'une religion qui fasse la place de chacun dans la cité et la place de toutes les cités dans l'humanité. C'est évidemment la religion chrétienne, c'est évident. Et je maintiendrai volontiers l'idée, soutiendrai volontiers que sans christianisme, il n'y a pas de société. Que la participation, la religion chrétienne est la seule qui fasse la synthèse de toutes les conditions de possibilité d'une réunion en société et d'harmonie entre les individus. Enfin voilà, je suis désolé, je suis un peu en désordre, je n'ai pas suivi exactement mais enfin j'ai pu énoncer quelques idées devant vous, j'espère que je n'ai pas été trop confus. Voilà, et pardonnez-moi encore pour ce théâtre. Voilà. Un peu désordre aussi est un effet de l'art, disait le poète autrefois. Écoutez, merci infiniment pour cette très substantielle communication. Vous avez soulevé tant de problèmes importants et pourtant, avec raison, vous avez dit chaque fois, ce sont des évidences, des choses très simples. Oui, les choses les plus simples sont peut-être les plus oubliées, surtout en notre temps. Et vous avez touché le problème de ces mégalopoles, on pense à certaines cités du Golfe arabique, n'est-ce pas, avec des hauteurs vertigineuses, on pense à ces cités américaines en particulier, sans limite, oui, c'est vraiment... Bernanos disait déjà qu'il avait parfois le regard très, très perspicace. Avant-guerre, c'était en 1938, je crois, il parlait des énormes cités accroupies au bord des eaux. Il parlait de l'Antiquité, Babylone, etc. Mais excusez-moi, que d'énormes cités. Je me lève. Ne bougez pas, c'est ça. Vous vous élevez contre quoi? Je ne m'élève contre rien, et surtout pas contre vous, mais je m'élève contre ma jambe. Voilà. Problème très simple, oui, de la structure, de l'organisation fondamentale de la cité, aussi de ses implications, surtout dans la fin. Et on se demande si un républicain démocrate actuel, chrétien, peut dire en toute vérité notre Père. Sic ut in cielo et in terra. C'est-à-dire, on demande que sur la terre règne un ordre comme là-haut. Là-haut, ce n'est pas la République, ce n'est pas la démocratie. Alors, sur tous ces problèmes, nous allons... Permettez-vous que nous... Oh, je vous en prie, dans la mesure où je peux encore... Si je vous fais rien, je me déplace un petit peu parce que l'ankylose est venue tout d'un coup, ça me prend brutalement. Je ne sais pas Baudelaire, je ne dirais pas je hais le mouvement. Je dirais comme Baudelaire, sois sage au ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Voilà. Alors, qui veut intervenir? Il y a beaucoup de questions. Permettez-moi une petite remarque au passage. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la République. J'aimerais dire, faites bien attention que c'est un mot très ambigu. Depuis la Révolution française, naturellement, la République, vive la République, très bien. Vous avez, le mot de République est un beau mot. Est un mot qui a sa noblesse. Étymologiquement. Étymologiquement.
siècle. Il manque la chose publique, hein, qui était la justification et la vraie signification du mot de république. Et pour conclure, je veux dire, c'est une monarchie peut être considérée comme une république. Dans une monarchie, vous avez une chose commune qui est confiée au prince. Confiée au prince. C'est pas sa chose, c'est pas une patte à côté, il fait pas ce qu'il veut. Donc, le prince a la charge de la chose publique. Mais c'est d'une certaine manière, au moins dans son acception antique, une monarchie peut être une république. Est-ce qu'on peut dire que public, c'est la même chose que commun? Ah, c'est une bonne question. Attendez, quand même. Je suis pas un ordinateur. Public et commun, chose commune. Ah oui, il y a quand même une différence. Oui, il y a une différence. Parce que oui, mais attendez, une astuce, je ne sais pas si c'est pas très longue, mais enfin, beaucoup de choses peuvent être publiques. Beaucoup d'êtres peuvent être publics. D'ailleurs, pourquoi on pense toujours au féminin, il y a des hommes publics. Bon. Mais ce qui est commun, c'est ce qui est à la fois en chacun, mais qui dépasse chacun. Le public, c'est ce qui est en tous, mais qui ne dépasse pas nécessairement tous. Enfin, c'est, si vous voulez, est-ce que on irait jusque-là, on pourrait dire qu'en termes logiques, vous avez la même différence qu'entre le général et l'universel. Le commun, c'est l'universel. C'est ce qui est particulier à chacun, mais qui se trouve être le même en tous. Donc la République, c'est pas si bien que ça. Alors, c'est compliqué, oui, d'accord. Est-ce que dans le monde actuel, ne manque pas cette précaution élémentaire de définir l'acception des mots qu'il lance? N'est-ce pas souvent des mots sont là simplement pour, c'est comme la sèche qui lance son encre pour obscurcir tout le sens que l'on donne à telle et telle notion. C'est un projet qu'ils ont des notions. Alors, quelqu'un avait demandé. Toujours au sujet de République. La République, c'est quoi? C'est Rome. C'est l'antidémocratie, puisque c'est le peuple et le Sénat de Rome. Et l'on voit l'histoire de la République qui continue. C'est la chose publique, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, les pouvoirs existants doivent être publics. On y rajoute après, au 1er siècle, l'armée, après on y rajoute l'empereur, et c'est toujours la République. Au 4e siècle, on y rajoute l'Église dans ses pouvoirs publics, et la République meurt quand? Elle meurt à la Révolution française lorsqu'on décide que c'est par voix et pas par groupe qu'on vote. Donc c'est la Révolution française qui tue la République. Et la République ne peut exister que dans la royauté. C'est-à-dire que pour restaurer la République, il faudrait restaurer la royauté. Oui, bien sûr. Je pensais en écoutant le public, au sens romain, enfin, au sens latin, c'est le peuple organisé. C'est pas la masse atomisée. C'est le peuple, senatus populusque romanus. C'est le peuple encore, mais organique. Il y a des composantes, on rajoute des composantes des pouvoirs publics. Là, actuellement, c'est pas la République, c'est pas la Res Publica, c'est la Res Occulta. Oui, La chose cachée. Madame, mademoiselle. Il soulève des multiples questions qui intéressent tous les métiers, je vais dire. C'est le cauchemar des formalistes de savoir où s'arrêter. De s'arrêter dans l'espace jusqu'où s'agrandir par ville, grandir, on ne sait plus où il faut s'arrêter, et rajouter
vous mettez en compte la nature, le potentiel de la nature est limité à condition de planète et de dimension. Il y a des océans et ça continue par la poisson dans les mers avec les baleiniers qui pourraient habiter l'océan si on les empêchait pas. Des poissons qui je pense qu'il y a déjà des choses qui sont franchies et pour être pas le temps dans les petits moments. Mais nous avons la révolution. Et les petits moments qui ont été dit, il faut déjà leur rencontrer. Qui permet les limitations. Et franchement, dans la liste, il y a plein de moyens qui ont de gérer les éléments. On a rendu l'idée du Moyen-Âge universelle. Les éléments étaient obligés de la rue, marchaient dedans, et j'ai été un peu c'était inarrivable si ça se développait comme ça. Donc il y a même une penchée à l'éducation hygiénique qui a permis le développement sanitaire des villes et des manières étonnantes. Et je pense qu'on arrive à un stade où, si on n'a pas de nouvelles normes d'urbanisme, je crois qu'on a bien des blocages, on va rencontrer les milliards en Hollande. Alors, ils ont oublié la formation. Alors, les conditions, la campagne de chien, on ne peut pas avoir un blocage. Ils sont des gens, on peut avoir. Là, ils racontaient clairement l'élection. Non, mais il y a pas de question, mais simplement vous dire que le service et chacun des villes comme ça, ils sont à la liste de tout si on remarque véritablement pour essayer de laisser la terre dans une ambiance vivable. Oui. C'est juste une petite réflexion parce que je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur à propos de la démocratie ou alors je vais pas les faire si. À propos de la démocratie et du naturel, vous avez défini l'individu comme un animal participatif, ce à quoi j'adhère complètement, au principe selon lequel c'est l'amitié qui lie les individus entre eux. Cependant, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur la démocratie actuelle et le fait que ça désigne une sorte de tyrannie. Cependant, il me semble, personnellement, je définis la démocratie donc, selon son étymologie, le pouvoir du peuple par le peuple, et donc pour moi la démocratie ne peut avoir lieu que par le tirage au sort. Il me semble que, au contraire, la démocratie par tirage au sort pourrait accepter une notion d'amitié et de vivre ensemble. Je pense que c'est la République qui atomise les individus en les rendant seuls par un consensus qui n'est accepté que par très peu de personnes. Et que si on avait une véritable démocratie avec un tirage au sort, on aurait en effet plusieurs communautés qui apparaîtraient sur le plan public, mais ce qui permettrait aussi à la transcendance, je pense, de revenir, d'avoir une place plus importante dans notre pays, puisque je pense que si on était en véritable démocratie avec des communautés, on aurait une entité chrétienne et musulmane qui pourrait s'affirmer en tant que telle et faire une part à la transcendance, et donc voilà. Est-ce que vous êtes en désaccord avec ça? Je voudrais comprendre exactement ce que vous voulez dire. Si on procède, il y a un point, c'est que si on procédait à le tirage
au sort pour désigner les responsables de telle fonction, à ce moment-là, il se produirait une espèce d'égalisation des citoyens, tous égaux devant le sort, et par conséquent, il se crée entre eux une certaine forme de communauté, d'amitié, c'est ça que vous voulez dire? En fait, je pense que nous sommes tous des produits de notre milieu social, de notre religion, et donc je pense qu'on pourrait être représenté de manière juste par des assemblées, par exemple qu'à chaque assemblée il y ait tant de personnes tirées au sort qui soient chrétiens, tant de musulmans, de manière représentative par rapport à la France. Et donc on pourrait faire un consensus dans la volonté de vivre ensemble et de résoudre les problèmes, je pense, dans l'idée que ce serait peut-être la seule solution. Les jurys. Oui, voilà, ça marche très bien avec le jury. Ah non, justement. C'est le président qui décide de tout. Oui, mais la difficulté, c'est que vous cherchez, j'ai l'impression que vous cherchez, enfin, vous voulez soutenir qu'il y a une crise. Et vous voulez dire qu'il y a dans vous voulez dire qu'il pourrait y avoir place pour des communautés à l'intérieur d'une démocratie qu'elles pourraient s'entendre les unes avec les autres. Enfin, il pourrait y avoir une espèce de... en remplaçant les individus par les communautés, il pourrait y avoir entre communautés ce qu'il y a entre individus. C'est ça. En fait, le problème de la République, c'est qu'on s'entend sur des concessions, et du coup, il y a un certain bien-pensant. Il y a une bien-pensance, des idées qui sont bonnes, mauvaises. Sauf que si on était en démocratie, je pense que ça inviterait à la dispute, aux disputes entre les gens, et ce qui inviterait à leur propre pensée. Oui, mais vous voyez, je ne sais pas si je comprends exactement la question, il y a tout ce qui va parler de l'islam, des musulmans, des communautés musulmanes, etc. Mais il y a un petit problème, c'est qu'à partir du moment, si vous voulez, où, d'une certaine manière, attendez-moi, comment est-ce qu'on pourrait traiter la question? Mon idée, c'est que, à partir du moment, si vous voulez, où chacun peut d'une certaine manière choisir sa communauté, chacun peut dire, je suis ceci, je suis cela, alors vous ne faites que le premier pour mieux sauter. Parce que vous n'obtenez jamais une espèce de cohérence, une espèce de cohésion entre les membres qui ne sont pas au point de départ d'accord sur la finalité de l'ensemble. Chacun a sa finalité. Alors vous pouvez dire, bon, moyennant quoi, chacun a sa finalité, on peut toujours discuter les uns avec les autres, on peut toujours s'entendre, etc. Alors là, je posais un problème, attendez, ça pourrait y avoir un problème de fond, là. Comment d'une certaine manière, j'avais un peu répondu dans ma partie, je dis, si on admet que l'homme est un animal participant, pour reprendre le formule, et si on admet d'autre part que sa participation est d'autant plus valable à ses yeux que le tout l'est à ses yeux, d'une certaine manière, la participation idéale, c'est une participation religieuse, mais qui est relayée par la... Attendez, voilà. Non, mais... de quoi parle-t-on exactement? De quoi la question exacte? C'est toujours pareil, la difficulté n'est pas de répondre, la difficulté c'est de poser votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire? On peut rétablir des liens d'amitié entre les individus parce que simplement ils peuvent dialoguer. C'est le dialogue. Oui, accepter la différence. Au moins une chose très simple, d'accord, mais à condition qu'il y ait une finalité sous-jacente qui est de parvenir qu'il y ait une volonté commune de parvenir à un but commun. Le bien commun? Un bien commun. Si chacun vient pour dire, mais moi c'est mon point de vue, mais moi c'est mon point de vue, etc., bon, vous faites reculer comme vous souhaitez. Alors la question qui se pose effectivement, qu'on pourrait poser si on veut, c'est comment se fait-il, comment peut-il se faire qu'effectivement des individus variés, tous autant qu'ils sont, n'est-ce pas, se proposent en effet une finalité commune. Et je veux dire, et dans l'intention de parvenir à un accord commun.
Qu'est-ce qui met dans leur esprit, qu'est-ce qui met dans leur âme cette volonté de communauté, par-delà les dissensions. Alors ça c'est un vrai problème, parce qu'à ce moment-là, évidemment, on se trouve, ça ne peut pas affronter le problème de la foi. Même la définition de l'homme chez les musulmans n'est pas l'homme chez les chrétiens. Ah mais ça, Donc déjà, non mais ça, C'est un très vaste problème. Peut-être pas épuisé. non mais de toute manière, on pourrait, je pense qu'il est démontrable que l'islam est une religion dans laquelle, plus que probablement que les autres, la cohésion est obtenue par la force. Allah, c'est d'abord un Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Et ça, alors là, c'est une problématique théologique qui remonte à très loin, entre les traces au Moyen-Âge. Vous avez le Dieu de raison et de sagesse, et puis le Dieu de puissance. Et ça fait deux philosophies, ça fait deux conceptions de l'homme, et ça fait deux places de l'individu par rapport à son Dieu. Alors là, je laisserai de côté l'islam, parce que je doute que l'islam soit réconciliable avec les sociétés occidentales traditionnelles, soit intégrales. Je pense que bien qu'ils ne changent rien, ils n'ont pas le choix, ils sont habitués à la force, il n'y a rien. Et on s'étonne d'ailleurs que de nos jours, c'est exactement l'antithèse de la philosophie professée par les démocraties. Alors comment ce choc entre les deux, que va-t-il nous dire? Est-ce qu'on peut dire que le fond même théologique de cet esprit démocratique, c'est une révélation ego sum qui chacun dit, moi je suis celui qui est. C'est finalement le fin du fin. Oui, bien sûr. J'étais en train de penser, je continue à réfléchir à voir. Le problème est en effet de savoir comment, pendant des siècles et des siècles, quelles que soient d'autre part les dissensions, les passions humaines, une certaine idée de Dieu est prévalue de manière quasi universelle. Je crois à l'Europe, en Europe. Comment se fait-il qu'un certain type de croyance est manifestement prévalu pendant des siècles? Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ou assez rapidement, ça bascule? Et alors là, le problème devient, j'ai une réponse, si Dieu le fait, je finirai par l'écrire, mais c'est une réponse finalement très simple, très élémentaire aussi, mais je crois qu'elle doit se formuler en termes proprement théologiques. Là, nous dépassons la philosophie proprement dit pour la théologie. Au fond, si vous voulez, pour aller très vite, pour le suggérer, c'est le problème du péché. Pourquoi est-ce que l'homme pêche? Pourquoi est-ce qu'il choisit contre la foi? Pourquoi est-ce que, si vous voulez, j'aurais tendance à poser la question, bien sûr, pourquoi est-ce que l'Europe a choisi contre sa propre foi? Pourquoi est-ce que l'Europe du XVIIIe, en gros, déjà, c'est sérieusement miné, mais enfin disons pour simplifier, pour des images, comment se fait que l'Europe dans le XVIIe soit chrétienne? Parce que... Et ça, je crois, il y a plusieurs explications philosophiques, rationnelles, historiques, etc. Et je crois que l'explication dernière, elle n'est que spirituelle, que théologique. Vous avez vaillamment tenu jusqu'à maintenant. Une fois de plus, les publics qui sont sur ma présentation, et puis à mes chers collègues et néanmoins amis, pour reprendre la formule traditionnelle, de ne pas avoir assisté à la conférence et de ne pas rester. Maintenant, je vais retourner m'allonger, parce que je suis ici contre l'avis de ma faculté, et contre l'avis de ma fille. Maintenant, je vais vous remercier de voir prendre congé de vous.